Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette probablement dernière capsule sur la matière du chapitre 7. Capsule qui nous amène dans un tout nouveau monde, on va dire comme ça. C'est une particularité des composés halogénés, c'est de créer un type de réactif qui est très très utile en chimie organique et qui sert majoritairement à grossir les molécules. Donc, c'est une façon là, très très pratique pour faire de l'architecture moléculaire, et ça passe par une particularité un peu spéciale des composés halogénés, c'est-à-dire leur particularité à pouvoir réagir avec un métal. Pas n'importe lequel. On va parler ici du magnésium. Donc, le métal magnésium est un métal assez réactif avec les composés organiques. Et en fait, ici, je mentionne le magnésium. Si vous regardez dans votre volume, ils vont aussi parler du lithium à quelque part. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont parlé du lithium dans le volume, puisqu'ils en parlent là, puis ils reviennent jamais sur le sujet par après. Donc, personnellement, ici, je vais l'évincer parce que, justement, ça sert pas à grand-chose. Mais le magnésium, cependant, est à la base d'un type de réactif qui est très connu en chimie organique. Là, dès qu'on en fait un petit peu, on va le croiser assez souvent. Là, et ça s'appelle ce qu'on appelle le réactif de Grignard. Donc, vous l'avez ici, on dit la réaction de Grignard ou le réactif de Grignard. Vous avez ça ici, c'est en l'honneur, là, je crois que son prénom c'est Eugène Grignard, là, si ma mémoire est bonne, qui a mis au point ce type de réaction-là. Et c'est une réaction qui est assez facile à faire en laboratoire. Il faut juste prendre quelques petites précautions, mais ça fonctionne relativement bien. Et surtout, ça fonctionne à peu près tout seul en plus. Là. Donc, c'est un des coups de génie là, qui a été fait par les chimistes. Là. C'est pas une réaction qui est très récente, on parle à peu près une centaine d'années ici, là, mais ça reste une partie importante de la réactivité des composés halogénés. Comment ça fonctionne? C'est que si on prend un composé halogéné, n'importe lequel, puis ici je vais essayer aussi de vous illustrer l'utilité du magnésium ici, là. En fait, à quoi sert le magnésium? Il va servir à faire une inversion de polarité. Donc, à peu près n'importe quel composé chloré, bromé, c'est souvent soit du chlore ou du brome, peuvent être mis en présence de magnésium. Donc, on prend, premièrement, le composé qui est ici à gauche, la plupart du temps, c'est un liquide. Donc, ça facilite les choses. On peut facilement le mesurer, le transporter, puis le verser dans un contenant. Et le magnésium, c'est vraiment des petites graines de métal. Donc, on prend ce qu'on appelle des tournures de magnésium. C'est des petits morceaux, qui est un solide, là, très facile à peser aussi, très facile à transvider. Et on va mettre les flocons de magnésium dans le liquide. Et la plupart du temps, on va rajouter un solvant qui est de l'éther diéthylique. Vous allez souvent voir ceci dans les... je l'ai mal écrit. Dans les exercices, même dans le texte, là, on dit ici de l'éther anhydre. Ça veut dire que c'est de l'éther sur lequel on a vraiment chimiquement enlevé toutes les traces d'eau. Donc ça, c'est la première chose. Un réactif de Grignard va demander que le milieu soit parfaitement sec, chimiquement parlant. Donc, c'est pas juste d'essuyer avec un linge, là. Il faut vraiment que chimiquement, il n'y ait pas d'eau nulle part. Et comment on fait pour faire de l'éther anhydre? On va prendre de l'éther, en fait, c'est un solvant liquide qui s'évapore très facilement, là. Et si on veut enlever l'eau chimiquement dedans, on va déposer des blocs de sodium. Donc, le métal sodium, là, qui va pouvoir absorber l'eau et former du NaOH en même temps, là. Donc, ça va absorber chimiquement l'eau qui est à l'intérieur. Donc, ça nous donne ici un solvant qui est censé être parfaitement sec au niveau chimique. Donc, c'est bizarre à dire, mais c'est un liquide dans lequel il n'y aura pas d'eau. Et ici, si vous vous souvenez, pour ce qu'on a vu dans le chapitre 1, 2, 3 aussi, même 4, on a parlé ici de polarité. Donc, le chlore ici est polarisé négativement, puis ce qui polarise le carbone qui porte le chlore positivement. Donc, dans un halogénure, c'est la polarisation standard. Le magnésium, ce qu'il va faire, il va faire un peu l'entremetteur. Il va se placer
entre la chaîne de carbone et l'halogène en tant que tel. On va l'écrire simplement de cette façon-là. Donc, on va dire CH3, CH2, CH2, puis on va écrire MgCl, comme ceci. Et chimiquement parlant, c'est vraiment là qu'il va s'installer. Et ce qui va se passer, c'est que le chlore va garder sa charge négative, mais le magnésium, c'est un plus, Mg2+, ce qui va changer la polarité du carbone ici vers un delta-. Et voici le génie derrière le réactif de Grignard, c'est d'inverser la polarité du carbone de positif à négatif. De cette façon-là, on rend le carbone qui est ici un très bon nucléophile. Donc, on va pouvoir utiliser un carbone pour attaquer d'autres carbones. Donc, ça, c'est très utile parce que ça veut dire qu'on peut faire des nouveaux branchements carbonés, c'est-à-dire grossir les molécules. Donc, la réactivité avec un métal, ça se fait comme ceci. Et dans la vraie vie, là, on fait vraiment, comme je vous disais, on met ces trois ingrédients-là ensemble, on chauffe très, très légèrement. La plupart du temps, la chaleur de notre main est suffisante. Là, on a juste à tenir le ballon avec nos mains et c'est suffisant pour donner de la chaleur pour faire la réaction qui est ici. Donc, ça se fait automatiquement. Et le magnésium vient s'insérer à cet endroit-là. Une fois que le réactif de Grignard est fait, bien, c'est pas ça la réaction de Grignard. La réaction de Grignard, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceci par après pour faire d'autres types de réactions. C'est là qu'on arrive dans la partie qui est ici, qui s'appelle réactivité des organomagnésiens. Donc, vous comprenez ici le mot, le pourquoi on l'utilise. Donc, bienvenue dans le nouveau vocabulaire d'ailleurs. Hein? Donc, l'organomagnésien, souvent avec un brome, mais ça peut être aussi avec un chlore, comme je l'ai fait ici en haut, les deux sont permis, bien, on peut l'utiliser de plusieurs façons. La principale façon, parce que justement ça nous donne plusieurs possibilités, c'est de faire ce qu'on appelle de l'addition nucléophile. Donc, je vais regarder ceci avec vous. Addition comme dans grossir les molécules. Okay. On va pouvoir aussi faire de la substitution nucléophile avec, remplacer un morceau par un autre. Et éventuellement, je vais vous parler du caractère basique là, de l'organomagnésien, mais ça va arriver là, vers la fin de ma capsule. C'est pas la partie la plus importante d'ailleurs. Mais ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer les capacités pour grossir une molécule avec un réactif de Grignard. Il y a plusieurs substrats sur lesquels on peut le faire, mais je vais commencer ici par le mécanisme général de la réaction de Grignard, qui se fait toujours en deux temps. Il y a premièrement l'action, c'est écrit addition du réactif de Grignard, mais c'est l'action qu'il va faire, c'est-à-dire entrer sur la molécule avec laquelle on va le placer. Et l'hydrolyse du complexe organomagnésien, autrement dit, si vous allez voir, c'est qu'on met ça dans de l'eau, puis on peut former, entre autres, un alcool avec ceci. Donc, regardez bien à quoi ça peut ressembler, là, tout ceci. La majorité des réactions avec les réactifs de Grignard, là, ça va se faire sur ce qu'on appelle des carbonyles. Donc, les carbonyles, c'est écrit ici, là, CWO. Ce sont des composés qui sont très, très sensibles à la réaction de Grignard. Donc, on peut prendre n'importe quelle chaîne de carbone. Ici, j'en prends une minuscule, CH3, et je peux mettre MgBr, par exemple, dessus. Donc là, ici, ça implique qu'on avait, par exemple, du CH3Br qu'on a mis en présence de Mg. Donc, on a formé ici un réactif de Grignard. Donc, vous comprendrez bien que réactif de Grignard, c'est une grande famille qui implique n'importe quelle chaîne de carbone avec un MgCl ou un MgBr qui est branché dessus. Et ce que ça donne, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, un carbone qui est polarisé négativement. Quand on met ceci en présence d'un carbonyle, donc un CW', je ne mettrai pas de décoration ici pour l'instant parce que je vais rentrer dans le détail des décorations dans quelques instants là, après le mécanisme général. La réaction, c'est toujours la même, vous allez voir. C'est que le carbone delta- va aller attaquer le carbone qui est ici
Donc, celui-ci est delta plus à cause de l'électronégativité de l'oxygène. Donc, principe de base en chimie organique, un côté négatif va aller attaquer un côté positif. C'est jamais le contraire. C'est toujours du moins vers le plus. Parce que ce sont les électrons qui bougent. Les carbonyles ont une belle capacité, c'est que l'oxygène est capable d'absorber momentanément ou tout le temps une des liaisons en absorbant un des doublets qui va être dans le doublet de la liaison qui est comme ceci. Ça va donner cette partie-là. Mon réactif de Grignard va s'être maintenant branché sur le carbone. Là, ici, j'avais rien mis. Et ce que ça donne, c'est un O- à cet endroit-là. Le MGBR est rendu où? Il va se coller à cet endroit-ci, puisqu'il est maintenant chargé positivement. Donc, c'est comme s'il y avait une cassure ici lors de l'attaque. Le MGBR, lors de l'attaque, est libéré, et ça nous donne ici le carbone là, du centre qui a accueilli un nouveau CH3 pour grossir la molécule. On a enrichi d'un CH3. Donc ça, ce serait comme la première partie, comme on dit, addition du réactif de Grignard sur le carbonyle. Et les réactions de Grignard se terminent toujours de la même façon. Je pourrais le continuer toujours dans les mêmes étapes, mais ici, puisque c'est écrit en 2 picots en haut, on va le faire en 2 étapes. Le MGBR, c'est un spectateur. Donc, on n'a même pas besoin de l'écrire. Ici, je l'ai écrit pour les besoins de l'exemple. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que on va toujours écrire, ensuite de ça, que deuxièmement, on va mettre le résultat de la réaction dans un deuxième temps, dans de l'eau acide. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le moins qui est ici va aller se chercher un H+, et ça va nous donner la majeure partie du temps. Quand on fait une réaction Grignard, ça donne un alcool à la fin. Et ça ici, c'est le produit final. Donc, on va pouvoir grossir la molécule en ajoutant des morceaux qui proviennent du réactif de Grignard ici. Et là, ce que je vais faire ensuite, c'est vous donner plusieurs exemples de types de réactions qu'on peut faire, sur quel type de substrat on appelle, là. Donc sur des molécules là, qui se font attaquer. Donc, voici notre mécanisme général. Je vais le répéter quelques fois pour vous montrer comment ça fonctionne avec des exemples, une petite affaire plus spécifique. Si on regarde les premières cibles de choix pour un réactif de Grignard, c'est soit des aldéhydes ou des cétones qui vont être très sensibles au réactif de Grignard. Lorsqu'on fait une réaction de Grignard sur un aldéhyde, ça va nous donner un alcool secondaire, donc toujours en termes là, de combien il y a de carbone autour du carbone porteur de l'alcool, et les cétones, elles, vont générer, suite à cette réaction-là, un alcool tertiaire. Donc, je l'ai mis dans l'ordre ici, là, parce que c'est vraiment là, comme ceci que ça va se passer. Je vais vous donner 2 exemples, là, un exemple de chacun, puis cette fois-ci, je vais donner comme toutes les étapes en une seule ligne. Si je le fais, par exemple, avec un aldéhyde, commençons ici, A, I, là, première réaction, je peux avoir un réactif de Grignard qui est même benzénique. On est capable de faire un MGBR sur un benzène. Donc ici, là, je vous rappelle que les réactifs de Grignard, c'est comme n'importe quelle chaîne sur laquelle on pouvait mettre un brome en premier ou un chlore, qu'on met en présence de magnésium, mais ça va se brancher entre les deux, puis ça va donner le réactif de Grignard. Dans cet exemple-là, c'est le carbone qui est ici qui va devenir l'attaquant. Donc le carbone sur la pointe à droite du cycle. Si je mets ceci avec un petit aldéhyde, par exemple, comme ceci, si on se souvient là, de la fonction aldéhyde, c'est COH à côté. Bien, le carbone du benzène va venir attaquer le C ici, ça fait sortir la liaison au-dessus, et ça nous donne premièrement l'espèce suivante. Je vais même
omettre le MGBR, là, on n'a pas besoin de l'écrire. Si vous regardez, à ce moment-ci, j'ai pu brancher un benzène qui est devenu un phényl là, sur cette chaîne-ci. Et deuxièmement, je vais mettre ça dans l'eau acide, comme je vous disais tout à l'heure. Et on va aller chercher un H là-dessus pour donner, comme c'est écrit dans la petite consigne, un alcool secondaire. Donc, voici comment on a pu grossir l'aldéhyde ici en lui rajoutant un morceau benzénique. Donc, voici un réactif de Grignard possible. Je vais donner un exemple sur une cétone aussi. Donc, allons-y doucement. Donc, deuxième exemple ici. Sur une cétone, je vais changer de réactif de Grignard. Donc, le réactif de Grignard ici que j'ai besoin, c'est celui-là. Donc, CH3, CH2, MGBR, c'est un réactif de Grignard que je peux mettre en présence d'une cétone. Je vais faire ici une petite cétone pour économiser de l'espace. Et, encore une fois, c'est le carbone qui porte le MGBR qui va être l'attaquant. C'est lui qui va aller attaquer le carbone ici, faire sortir la liaison sur l'oxygène, créer momentanément cette espèce-ci. On a au moins en haut. On va avoir ensuite, en dessous, c'est CH2, CH3 qui a attaqué. Et ici, CH3 qui reste à droite. Et on termine toujours de la même façon. On met ça dans l'eau acide. Et notre O- va aller chercher son H pour devenir un alcool qui, dans ce cas-ci, est un alcool tertiaire, puisqu'on avait commencé avec une cétone au départ. Et voici, on a grossi notre molécule à cet endroit-là. Donc, comme je vous dis, les réactions de Grignard, ça sert à grossir, puis on obtient souvent un alcool, mais l'alcool, on a vu qu'on peut l'éliminer, faire moins d'alcène, puis après ça, on peut hydrogéner, là. Donc, on est capable de enlever cet alcool-là si on en a besoin. Mais la plupart du temps, dans les exercices, ils nous font terminer à l'alcool pour vous donner un indice que c'était une réaction de Grignard. Donc, voici deux réactions d'addition nucléophile, et l'addition nucléophile est générée majoritairement, dans beaucoup de cas, par le C double lien O qui est ici. Donc, voici deux premiers exemples sur aldéhyde, sur cétone. Ensuite de ça, vous avez ici deux autres possibilités. Donc, la réaction de Grignard, elle n'a pas juste les aldéhydes et les cétones comme cible, elle a soit le CO2 ou une autre molécule qu'on appelle l'oxyde d'éthylène, qui s'appelle aussi oxyrane. Je vais vous la dessiner dans quelques instants. Là, avec la formule qui est ici, c'est pas évident de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, commençons avec le CO2. Bon, premièrement, encore une fois, changeons de réactif de Grignard. Tiens, faisons-le comme ceci. MgCl. Hein? Tantôt, on avait des Br, on peut mettre du Cl aussi. Et ça veut dire que c'est le carbone qui porte le MgCl qui va devenir l'attaquant. Si je le mets avec du CO2, le CO2, volontairement, ici, je vais le dessiner de façon développée, comme ceci. Le carbone central vient attaquer le C du CO2. Il y a une des deux liaisons doubles qui s'en va sur son oxygène, et ça va former, momentanément, le composé suivant. Donc, je refais le squelette de départ, et ça va attaquer un C, sur lequel il y a un double lien O intact et un O- qui est maintenant créé. Donc regardez, le double lien O intact, c'est celui-ci, il s'en vient là, et le O-, c'est l'oxygène qui a reçu la liaison sur la tête. Et comme on l'a fait depuis tout à l'heure, on met ça dans l'eau acide, le O- va se chercher un H, et ici, la particularité, c'est qu'on forme un acide carboxylique. Donc, je vais faire le lien dans la petite consigne dans quelques instants, mais on obtient un acide carboxylique. Donc, le CO2 donne un acide carboxylique, alors que l'autre donnera l'alcool primaire. Donc, ici, ça nous donne
un acide carboxylique. Comme vous pouvez voir, on a attaqué, ça donne un carbone de plus, et on peut former un acide avec la réaction avec le CO2. Ça, c'est une autre possibilité. Et le fameux oxyde d'éthylène. À quoi ça ressemble? Bien, on va se donner un autre grignard. Tiens, on va faire ça comme ceci. CH2, CH2, MgBr. L'oxyde d'éthylène ressemble à ceci. CH2, CH2, c'est un éther cyclique, comme ceci, comme une petite maison avec un oxygène. Ici, ce qui arrive, c'est que le carbone delta-, qui porte l'MgBr, va venir attaquer le carbone, un des deux, là, carbone delta+, qui est lié à l'oxygène, donc il est polarisé positivement. Donc, qu'est-ce que ça fait? On a l'attaque qui se fait là-dessus, comme ici, et la liaison va casser et revenir sur l'oxygène. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci? Ça va donner le squelette de départ, CH3, CH2, CH2, qui s'est branché à un CH2, qui lui est branché avec un CH2, sur lequel il reste un O-. Donc ici, imaginez que le triangle est cassé à cet endroit-là, et que c'est comme un ressort. L'oxygène, là, fait, bon, il revient vers la droite, là, donc il va venir se placer à cet endroit-ci, et ça donne un O-. Donc, pour des raisons d'espace, je vais le faire ici. Et ce O-, comme d'habitude, vient chercher un H3+, et ça va donner ici un alcool primaire qui possède deux carbones de plus que la molécule de départ, parce que dans l'oxyde d'éthylène, on a 2 carbones. Donc l'oxyde d'éthylène est rendu à cet endroit-ci. Il s'est cassé, déplié et formé un alcool à ce moment-là. Donc c'est une autre façon d'augmenter la grosseur d'une molécule par réactif de Grignard comme ceci, avec de l'oxyde d'éthylène. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler pour ceux-ci. Avant de passer aux prochains exemples, ici, je voudrais vous montrer également la réaction qu'on vient de faire ici avec l'oxyde d'éthylène. J'ai des étudiants qui l'avaient déjà essayé en laboratoire. Vous avez ici là, une réaction, eux autres, leur grignard devait partir de ceci pour arriver à cette molécule-là. Et si je me souviens bien, cette molécule-là était censée sentir les roses. Donc, je ne sais pas si ça fonctionnait, là. Mais regardez ici, vous avez l'oxyde d'éthylène qu'on avait acheté et on avait créé ce qu'on appelle le bromure de phénylmagnésium. C'est comme ça que ça va s'appeler. Et ça s'attaque comme ceci, ça ouvre le cycle, comme vous avez pu voir, le O-, et ensuite de là, ça donne cette molécule-ci. Et le montage, à quoi ça ressemble? C'est relativement simple, mais vous l'avez ici. Donc, on a ici une plaque chauffante qui va avec un bain-marie, on n'a pas besoin de chauffer très très fort, là. Donc, on a chauffé délicatement avec de l'eau tiède, et on a un agitateur là-dedans. Vous avez un montage dans lequel, ici, probablement, ce que j'avais fait au départ, c'est que j'avais passé probablement de l'azote sec pour enlever toute l'humidité qu'il pourrait avoir dans l'air. Vous avez donc ici un ballon qui est attaché, un ballon fermé avec un réfrigérant qui nous permet de condenser les vapeurs qui auraient tendance à sortir et donc qui vont revenir dans le ballon. Donc si le solvant s'évapore, il monte là-dedans puis il redescend. De ce côté-ci, vous avez ce qu'on appelle une ampoule à addition. Donc on met le deuxième réactif, par exemple l'oxyrane, était probablement dans cette ampoule-là. On ouvre le robinet et on peut l'ajouter dans le milieu lorsque le réactif de Grignard est fait. Ici, ce que vous avez en haut, on appelle ça un bouchon CaCl2, ça empêche l'humidité de l'air d'entrer à l'intérieur du montage. Donc, j'avais mentionné tout à l'heure qu'on voulait vraiment que ce soit sec. Et c'est ce que vous avez ici là, comme montage. Et ceci, la réaction se fait toute seule par agitation, puis elle va même s'auto-chauffer puisqu'elle est exothermique. Donc, vous avez ici une idée de à quoi peut ressembler un montage pour une réaction de Grignard, que ce soit pour l'oxyde d'éthylène ou peu importe, là, le montage est très très semblable la plupart du temps. Donc vous avez un petit exemple à cet endroit-ci. Je poursuis mes exemples avec une nouvelle sorte de composés sur lesquels les réactifs de Grignard peuvent
peuvent attaquer. Ce sont trois fonctions qu'on a croisées très rapidement dans le chapitre 2, mais sur lesquelles là, je dois revenir un petit peu. OK? Donc, vous allez voir, il y a une particularité, ou en fait une similarité entre ces trois composés-là. On va l'écrire comme il faut. Par exemple, si je dessine la fonction ester, la fonction ester, c'est comme ceci. Donc, ester, c'est comme ça, là. C'est un C double lien O avec un O à côté et une autre chaîne de carbone de ce côté-là. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle la fonction ester. Je vais peut-être juste effacer ça ici, puis je vais souligner autre chose dans quelques instants. Un chlorure d'acide, ça va ressembler à ceci. C'est comme un acide carboxylique, mais on met un chlore à la place. Et un anhydride, ça c'est un petit peu plus gros. La plupart du temps, c'est symétrique. Ça ressemble à ceci comme formule. Et donc, autrement dit, souvent le R est pareil des deux côtés. C'est pour ça que je ne mets pas de prime, là, pour vous montrer que la plupart du temps, c'est la même chaîne. Bien, donc ça ici, c'est un chlorure d'acide. Et ça ici, c'est un anhydride. Ne confondez pas éther-anhydre et anhydride, ça ne veut pas dire la même chose. Anhydride, c'est une fonction moléculaire, et éther-anhydre, ça peut simplement dire sans eau. La particularité, c'est que ces trois types de composés-là ont ce qu'on appelle un groupement amovible, ce que j'ai souligné ici. Donc, c'est un groupement qui peut partir et laisser sa place au réactif de Grignard. Donc, c'est pour ça ici qu'on va parler d'une action double. Ça va se réaliser je dis ici en 2 étapes, mais c'est presque en 3 étapes. Là. Et je vais faire un exemple avec, par exemple, un chlorure d'acide, puisque c'est peut-être moins long à dessiner, là, mais le principe s'applique aux esters et aux anhydrides aussi. Bon, regardez bien ce qui va se passer. Premièrement, si on prend un réactif de Grignard, je vais reprendre mon bromure de phényl de magnésium tantôt. MgBr. Si je me sens en présence d'un chlorure d'acide que je ne ferai pas trop gros, pour qu'on ait de l'espace pour dessiner, là, la première chose qui va se passer, encore une fois, le carbone qui va attaquer, c'est celui-ci qui porte le magnésium. Donc, il va aller attaquer le carbone qui est à côté du chlore et qui porte l'oxygène. Comme d'habitude, ça va monter la liaison à cet endroit-là, et on va obtenir momentanément le composé suivant. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Vous allez voir, ça s'en vient. Mais oui, ça commence pareil. Cependant, la présence du groupe amovible permet le nouveau mouvement qui est ici, qui est le retour du moins comme double liaison, et expulser le groupement amovible. Amovible, ça veut dire qu'il peut s'enlever. Ça va nous donner le composé suivant. Donc, on est rendu. J'aurais pu dessiner le benzène à droite, mais on va le laisser à cette place-là, puisque je l'ai branché comme ceci pour l'instant. On a libéré le CN. Donc, si vous regardez, c'est ici la différence. Le groupe amovible permet le retour de la liaison ici et l'expulsion du groupe amovible. Tout à l'heure, quand j'avais aldéhyde et cétone, je n'ai pas de groupe amovible, donc le retour est impossible à cet endroit-ci, et la seule option qui reste à la molécule, c'est d'aller chercher un H+, dans l'eau qu'il faut personnellement mettre là, comme un utilisateur là, pour arriver à ceci. Mais, dans le cas de la réaction sur laquelle je suis en train de travailler ici, bien, ce mouvement-là est très rapide. Donc, on n'a pas le temps de rien voir aller. Et le retour de la liaison se fait automatiquement. Et le chlorure est expulsé. Ça nous donne ici une cétone. Or, on a vu tout à l'heure que, deuxièmement, une cétone, c'est un composé qui est vulnérable au réactif de Grignard. Et je vous dirais, quand on fait un réactif de Grignard dans un ballon, comme vous avez pu voir avec l'image, on en fait toujours un large excès pour être certain que la réaction fonctionne au maximum. Et là, ici, bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un deuxième réactif de Grignard qui va voir cette belle molécule-là qui est une cétone. Donc, c'est la même que j'ai ici.
Donc celle-ci est reprise à cet endroit-là. Et il va y avoir une deuxième attaque qui va se faire. Cette fois-ci, il n'y a pas de groupement amovible. Donc on va obtenir l'espèce présente momentanément, comme ceci, et avec un petit benzène en dessous également. Et là, seulement à cet endroit-ci, puisqu'il n'y a plus de place pour la liaison pour revenir, il n'y a pas de groupe amovible. Les groupes amovibles, c'est les trois seuls que j'ai soulignés ici. Ils ne sont pas présents. Et à ce moment-là, ça veut dire que la dernière option qui me reste, c'est d'envoyer ça dans l'eau acide pour pouvoir former l'alcool tertiaire final, qui dans ces cas, dans le cas d'une attaque sur un ester, un chlorure d'acide ou un anhydride, va montrer l'addition double du réactif de Grignard. Comme vous pouvez voir ici, il y a deux benzènes qui ont été ajoutés sur la molécule de départ. Donc à ce moment-là, c'est la particularité de notre réactif là, de Grignard de faire ceci. Donc vous avez ça, et ça nous donne à la fin un alcool tertiaire avec la double action qui est ici. La seule chose, c'est que les groupes amovibles sont différents dans les deux autres cas, mais le résultat final serait le même. On aurait le même produit final. Ça serait la petite partie ici, là, le Cl- que j'ai enlevé, là, qui serait différente, mais c'est même peu important parce qu'à la fin, ça donnerait le composé moléculaire suivant. Donc, j'achève. Il y a une dernière petite réaction qu'on va voir ici avec ce qu'on appelle les nitriles. Le composé nitrile donne à la fin le cétone. Donc, vous allez voir, j'ai échappé, c'est ça ici que je veux faire, comme ceci. Donc, ça va nous donner une cétone, je vais vous montrer comment ça arrive. La première chose, c'est qu'un nitrile, ça ressemble à un carbonyle, parce que vous allez voir, c'est des liaisons multiples. Donc, je recommence avec un autre réactif de Grignard, que j'écris jamais trop gros, pour qu'on puisse faire des réactions sur papier. Et un nitrile s'est formé comme ceci. C triple lien N. Ce qui va arriver, c'est que le carbone qui porte va faire comme on a fait tout à l'heure. Attaquer le carbone avec la liaison multiple et faire sortir une liaison, cette fois-ci, sur l'azote. Ce qui va donner, momentanément, le composé suivant, CH3, C, on va avoir un N- qui est placé comme ceci. Je pourrais, si je veux faire comme j'ai fait tout à l'heure, je vais placer le N- où est-ce qu'il est resté, et l'attaque, ben là je l'ai fait au-dessus, tiens, je vais juste m'aider un peu, et je vais le dessiner en dessous parce que ça va être plus facile. Donc CH2, CH3. Et là, ensuite de ça, vous allez me dire, ouais, c'est quasiment fini, on met H3+, donc c'est toujours la même chose, on va chercher ça comme ça, et ça va donner le composé suivant. Donc je vais continuer ici. CH3, C, double lien NH, avec un CH2, CH3 ici. Ce composé, cette fonction particulière, NH avec une double liaison, c'est une fonction qu'on n'a pas vue et qu'on ne verra pas souvent. C'est la fonction qui s'appelle imine. L'affaire, c'est qu'une imine, dans l'eau, ce n'est pas stable. Donc, c'est fortement à l'équilibre de ce côté-ci, vers le côté droit. Ça va former, ultimement, une cétone à cet endroit-là. CH2, CH3. Ça ici, c'est cétone. Et c'est le produit final. Il n'y a rien d'autre qui arrive par après, puisqu'en mettant de l'eau ici, bien, vous allez voir dans quelques instants, on a détruit le réactif de Grignard. Donc à ce moment-là, vous avez ici la réaction sur un nitrile que vous allez pouvoir là, appliquer au besoin. Attaque sur le C triple lien N, on branche ici, le N- vient chercher son H, ça donne une imine qui est instable, et à l'équilibre, ça donne toujours l'acétone à la fin. Donc ça, c'est notre composé final.
vous avez ici donc le tour là, des réactions d'addition, de substitution de nucléophiles là, que notre réactif de Grignard peut faire. Donc, ici, deux dernières réactions, en fait. Une réaction, ce qu'on appelle de substitution nucléophile. Le réactif de Grignard est capable de se brancher assez directement aussi sur des chaînes relativement simples. Si je mets, mettons, CH3, MgBr, si je mets ceci en présence de CH3, CH, Cl, comme ici, CH3, comme ça, 3, 4, bien, le carbone qui est ici est delta plus, celui-ci est delta moins, va aller attaquer directement ce carbone-ci et va expulser le chlore. Donc, vous avez ici une réaction de substitution nucléophile. Ça veut dire que le morceau CH3 ici va venir remplacer le chlore sur la molécule. Et si je le fais dans le sens que je l'ai dessiné, là, on peut penser qu'il s'est branché ici, comme ça, et le Cl a été expulsé. Donc, des chlorures, on sait comment les faire là, depuis le chapitre 5. Là. Donc, autrement dit, on est capable de créer ceci, faire la réaction de Grignard et grossir la molécule également de cette façon. Une dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est ce qu'on appelle la réactif de Grignard comme base. En fait, ça ici, c'est peu souhaitable. C'est en fait une mise en garde de l'utilisation du réactif de Grignard. C'est que dès qu'on le met en présence d'un H disponible, un H acide, on va briser le réactif de Grignard, puis la réaction va s'arrêter. Donc c'est pour ça que quand on met ça dans l'eau, la réaction s'arrête, et c'est pour ça que si on veut qu'elle continue, il faut absolument pas qu'il y ait de H disponible, donc entre autres de l'eau, là, qui peut faire ceci. Si on prend n'importe quel réactif de Grignard, je reviens avec mon bromure de phénylmagnésium que j'aime bien utiliser parce qu'il n'est pas trop long à dessiner. Si j'ai MgBr comme ceci, et si je le mets en présence de plusieurs choses, je vais les dessiner comme ceci, par exemple de l'eau, par exemple un alcool, un acide carboxylique, c'est pas fameux non plus, si je le mets en présence d'une amine, une H2 comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres, naturellement, là, de n'importe quel acide, là, du genre HCl, comme ça, là, HBr ou H2SO4, quelque chose du genre. Même si je le mets en présence d'un alcyne terminal, comme ça ici, bien, le réactif de Grignard est capable de voler ce H-là, est capable de couper la liaison que je suis en train de couper comme ceci, et ça donne, malheureusement, le retour à un composé hydrocarbure. Donc ici, MgBr, il a volé le H, et là, je vais mettre un H, cette molécule-là. Dans le jargon, on dit qu'on a tué le réactif de Grignard parce qu'on vient d'enlever l'MgBr, et ce n'est pas son rôle d'aller enlever des H. Là. Le rôle du réactif de Grignard, c'est de grossir les molécules. Donc, quand on met en présence de ce type de composé-là, on vient de tuer le réactif de Grignard, d'accord? Et qu'est-ce que ça donne d'autre pour les autres? Bien, ça va donner, par exemple, ici du OH-, ici du OR-, comme ceci. Ici, ça donnerait... je m'excuse, j'ai fait une petite erreur à cet endroit-ci. Je vais le dessiner correctement. Je vais mettre un acide carboxylique comme ça. Donc, la liaison va se couper à cet endroit-ci. Donc, ça peut donner une base d'acide carboxylique, comme ça ici, la base conjuguée. Ça peut donner du NH2-, puis on ne veut pas que ça donne ça parce que c'est dangereux. Du Cl-, ça ne change pas grand-chose. Puis ici, mais ce qu'on peut avoir, c'est un sel d'alcyne, mais on a vu que c'était pas la meilleure façon de faire un sel d'alcyne, comme ceci. Donc bref, tout ce qui est à droite ici est à peu près inutile. Et ici, on vient de briser notre réactif de Grignard. Donc comme je vous dis, le côté basique du réactif de Grignard, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et il faut être juste vigilant quand on met un réactif de Grignard avec ce type de composé-là, bien,
il n'y a pas vraiment de réaction chimique très élaborée qui se fait. C'est que le réactif de Grignard va aller voler le H qui est ici et va reformer un hydrocarbure. Ici, c'est un benzène. Donc, hydrocarbure. Carbure. Qui est pas très utile en tant que tel, puisqu'on vient d'enlever la fonction dessus, plus un certain déchet de réaction qui est pas très utile non plus, puisque d'habitude, ça s'en va dans l'eau, puis ça s'en va au vidange. Donc, bref, cette réaction-là n'est pas souhaitable, ce qui fait qu'un réactif de Grignard, ça s'utilise sur un halogénure, ça s'utilise sur un nitrile, ça s'utilise sur ester chlorure d'acide anhydride, ça s'utilise sur CO2 et oxyde d'éthylène, et sur les aldéhydes et les cétones. On a beaucoup de choix, mais ça ne s'utilise pas sur les dernières parties que je vous ai montrées plus bas, qui sont ici, à la dernière page. Ceci étant dit, c'est une capsule qui est nettement trop longue, là, je m'en excuse. Et j'espère que vous allez pouvoir vous promener dedans là, pour pouvoir choisir vos exemples lorsque ce sera nécessaire. Donc, c'était la dernière du chapitre 7.